Pour cette vue de haut, nous allons donc reparler de ce meurtre de la petite Louise avec Xavier Roffer, criminologue, professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Fudan University, donc à Shanghai, et à George Mason University à Washington. Et donc il est directeur aussi de collection au CNRS, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme, de quoi bien décrypter l'actualité. Et puis Nicolas Faure également, créateur de la chaîne YouTube Sunrise, qui s'interroge sur l'influence des racailles sur notre jeunesse, notre société. Voilà, merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. On va essayer de prendre un peu de hauteur, puisque ces derniers jours, il y a eu énormément de polémiques autour de cette affaire. Est-ce que c'est de la récupération politique ou non? Est-ce que les suspects sont issus de l'immigration ou non? Bon, on commence à avoir quelques clés en main. On connaît le profil du meurtrier. Il a avoué les faits. Maintenant, place au constat, place à l'analyse. Nicolas Faure, peut-être commençons par vous. Quelle a été votre réaction en découvrant enfin donc le nom de ce meurtrier et puis plus généralement en découvrant cette affaire terrible donc, de cette jeune Louise qui a été assassinée? La première chose qui m'est venue à l'esprit, bonjour à tous, hein, j'en profite, c'est vrai qu'on est tôt le matin, merci de l'invitation et merci à ceux qui nous écoutent. La première réaction que j'ai eue quand j'ai appris cette terrible affaire, c'est d'abord l'effroi, enfin voilà, c'est quelque chose qui est abominable au dernier degré, avec quand même, je dois le dire, euh, enfin, c'est pas comme si on s'y attendait, mais on sait que ce genre de drame, malheureusement, dans la société qui s'en sauvage toujours plus, est un peu inéluctable. Alors, de tout temps, et dans toutes les cultures, il y a toujours eu ce genre d'affaires atroces, bien sûr, mais on a quand même le sentiment, comme diraient certains ministres qui nous refusent le droit à dire le réel, on a le sentiment quand même que ça s'accélère drastiquement ces dernières années. Et ce genre d'affaires, je repense immédiatement à Lola aux Philippines, par exemple, ça a toujours un écho horrible en nous et on sent bien derrière que cet ensauvagement de la société, au-delà des mots et des statistiques qui le montrent de manière claire, hein, eh bien, ce sont d'abord des victimes, des personnes, voilà, des petites filles notamment. Et donc, c'est absolument terrible. Ensuite, quand on a découvert l'identité du criminel, donc ça s'est fait sur ces dernières 48 heures en réalité, et qu'on a appris qu'il s'agissait d'Owen, qui avait 23 ans, plutôt fils de famille avec un milieu social correct, mais qu'on a compris très rapidement en regardant des éléments de sa personnalité qu'il s'agissait finalement d'une racaille, hein, voilà. Alors une racaille autochtone, c'est-à-dire que c'est un Français autochtone, mais par contre, c'est quand même quelqu'un qui a subi une influence de cette culture racaille qui est absolument mortifère, délétère pour la jeunesse française. Et quand on a donc vu ce profil-là, ça ne m'a qu'à moitié étonné, malheureusement, puisque c'est un drame civilisationnel qui est en train de se jouer au sein de la jeunesse française, dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, dans toutes les origines ethniques qui composent le pays. Eh bien, je peux vous dire qu'on a une influence de cette culture racaille qui est terrible. Alors là, on a beaucoup parlé de l'influence des jeux vidéo, etc., Mmh. etc. On va y revenir, j'imagine, Ouais. mais cette stupéfaction et cette horreur que j'ai eue à l'évocation de cette nouvelle, ça a été quand même matiné de quelque chose qui était de l'ordre de... Bon, finalement, on savait que ça pouvait arriver parce que les choses qui pouvaient empêcher ce genre de drame ne sont malheureusement pas mises en place, tout simplement. On va revenir là-dessus et aussi sur cette culture racaille que je vous demanderai de définir peut-être un peu plus précisément. Mais avant cela, Xavier Roffer, Nicolas Faure évoque cette société qui s'ensauvage davantage chaque jour. Est-ce que c'est le constat que vous aussi vous dressez et est-ce que donc cette affaire Louise, eh bien, c'est simplement un symptôme de plus d'une analyse que vous faites depuis bien longtemps? Oui, mais nous essayons de rester dans le vocabulaire criminologique, le vocabulaire dans lequel au sauvagement et racaille, ça veut rien dire, vous voyez. Donc, c'est l'écume de l'actualité, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses. Le fond des choses est tout ce qu'on se dit ce matin, ce qu'on s'est dit hier et ce qu'on s'est dit demain, ce qu'on se dit depuis 20 ou 30 ans,
provient d'une énorme erreur de diagnostic de tous les gouvernements de la Ve République. La Ve République, la France, depuis 1983, depuis l'été 1983, où le président Mitterrand s'est rendu à Vénissieux aux Minguettes, authentifiant le fait qu'il y avait des quartiers qui commençaient à mal tourner, la France, depuis 40 ans, a un problème de zone hors contrôle. Elle n'a pas un problème de drogue, elle n'a pas un problème de coups de couteau, elle n'a pas un problème de viol ou de massacre de petites filles, elle a un problème de zone hors contrôle. À tout moment, dans l'histoire de tous États-nations, il y a toujours des problèmes de sécurité, mais il n'y a jamais 10 petits problèmes de la même taille. Il y en a un gros central énorme et d'autres petits qui gravitent autour du fait du problème central. Le problème central de la France aujourd'hui, nous le répétons depuis 1983, c'est celui des quartiers hors contrôle et de tout ce qui en émane, c'est-à-dire des individus qui y vivent, des individus qui en sortent, des individus qui ont acquis la culture de ces quartiers-là, la drogue qui y circule, etc. Un chiffre pour bien vous donner l'importance des métastases, car c'est une forme de cancer. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée écrit au président Mitterrand qu'il commence à y avoir un problème dans certains quartiers, que ça s'agite, que on a vu récemment dans un de ces quartiers, en Seine-Saint-Denis, bien entendu, un homme qui voulait dormir la nuit parce qu'il travaillait tôt le matin, tirer un coup de fusil sur un petit qui circulait dans la rue. Ça a été le premier des incidents, des drames, si vous voulez, qui ont après ça défrayé la chronique sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Et le secrétaire général de l'Élysée, monsieur Jean-Louis Bianco, signale au président Mitterrand qu'il y a 22 quartiers en France qui posent problème. Nous sommes en 2025, il y en a 1400. C'est pas moi qui le dit, c'est le secrétariat de la politique de la ville, c'est-à-dire l'espèce d'instrument monstrueux qui a été inventé pour camoufler la réalité en réalité aux Français. Car bien entendu, une ville n'a jamais tué personne. Ceux qui tuent les gens, c'est ceux qui y habitent, hein, évidemment. Donc, on est déjà dans le politiquement correct. Alors ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, on ne sait rien en réalité de la réalité des choses, puisque les statistiques telles qu'elles sont publiées par le gouvernement de la République, avec une accélération dans le mensonge qui date de l'extrêmement fourbe Monsieur Cazeneuve et qui va jusqu'à aujourd'hui, car Monsieur, bien entendu, Darmanin a encore aggravé les choses et ça s'est pas arrangé depuis. On ne sait pas le nombre de gens qui sont blessés et tués à coups de couteau en France tous les jours. Nous avons une nomenclature qui est publiée tous les mois par le ministère de l'Intérieur qui indique qu'il y a des gens qui sont morts. Alors ils sont morts pas comme ils auraient dû mourir, c'est-à-dire dans leur lit à 90 ans, mais qui ont été tués. Alors ces gens-là, on sait qu'ils sont morts, on sait vaguement le département dans lequel ils ont été tués, on ne sait pas s'ils ont été tués avec un cure-dent, avec une bombe atomique ou quoi que ce soit entre les deux. Donc, les deux problèmes majeurs de la France, à l'heure actuelle, en 2025, et M. Retailleau devrait vraiment aller dans ce sens-là s'il veut mériter son titre de grand ministre de l'Intérieur, c'est que faire des zones hors contrôle qui métastasent toujours plus depuis 40 ans en France, sous tous les gouvernements, socialistes, droite libérale, tout ce que vous voulez, Monsieur Fillon inclus, etc., c'est le problème de ces quartiers-là. Et deuxièmement, dites la vérité aux Français en ce qui concerne les homicides. Qui est tué à coups de pistolet, qui est blessé à coups d'arme à feu, qui est blessé à coups d'arme blanche, etc. Chose qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. J'en termine en disant qu'il y a un chiffre qui circule mythique depuis des années, qu'on entend à peu près partout, en disant, même dans la bouche de personnalités politiques, qu'il y a 120 blessés par jour. C'est un chiffre dont nul ne connaît l'origine. Je ne sais pas d'où ça vient, et c'est sans doute une invention. Et comme on est dans la société de l'information, les mensonges deviennent vrais à force d'être sans cesse répétés, et voilà, on est dans cette situation-là. Donc, ce qui s'est passé avec la pauvre petite en question et les autres auparavant résulte de cette situation dans laquelle il y a des quartiers hors contrôle et on ne fait rien
pour les résorber. Si on résorbe ces quartiers-là, il y a beaucoup moins de drogue, il y a beaucoup moins d'homicides, parce qu'évidemment, ils règlent leur compte entre eux avec des armes de guerre, on le voit tous les jours, et ça résout tout, 90% de ce qu'on appelle la sécurité publique, c'est-à-dire le droit des gens de circuler dans la rue comme ils le veulent. Et effectivement, il y a une certaine pudeur autour des chiffres, comme vous le dites. Il y en a beaucoup qui ne sont pas donnés et on ne sait pas, par exemple, quel est le nombre de meurtres de mineurs par an en France. On en discutait hier avec Richard de Sèze. Nicolas Faure, est-ce que c'est parce que le gouvernement a peur qu'à partir de ces chiffres, on puisse tirer officiellement des conclusions que chaque Français, au fond, pressent déjà un petit peu, rien qu'en constatant le réel? Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que oui, le gouvernement, mais plus largement, parce que je pense que même si ce gouvernement n'est pas, et le gouvernement actuel encore un peu moins que celui précédemment, évidemment, mais même si je pense que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas strictement à proprement parler de gauche pure et parfaite, il y a quand même une grande emprise idéologique de la gauche sur nos gouvernants depuis très longtemps. Et je pense que la gauche refuse particulièrement de voir le réel parce que ça mettrait à bas tout son édifice idéologique qui est basé sur énormément de présupposés obscurantistes. L'idée que l'immigration est une richesse est peut-être l'un des plus grands piliers, si ce n'est le plus grand pilier de cette idéologie de gauche, on va dire moderne, contemporaine. Et évidemment que la gauche ne veut surtout pas voir de chiffres, de statistiques, parce que sinon ça lui ferait peur. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à avoir effectivement dans des statistiques criminelles, on en a un petit peu, Xavier Hofer en a parlé, et on arrive quand même à avoir des choses, mais c'est vrai que c'est pas totalement satisfaisant. Et quant aux statistiques ethniques qui permettraient d'éclairer quand même pas mal de choses, là c'est encore moins le cas. Mais je pense qu'au-delà des chiffres qui sont édifiants et qui normalement devraient amener à une petite révolution au minimum dans ce pays, je pense que c'est quand même intéressant de se pencher sur les grands mouvements sociologiques. C'est-à-dire que Xavier Hofer parlait à raison de l'influence des quartiers, etc., tout en disant, et je lui reconnais la connaissance des chiffres et des statistiques sur la question de la sécurité, tout en disant, voilà, la culture racaille, ça ne veut rien dire, etc., etc. Je pense que c'est au contraire quelque chose qui permet d'expliquer totalement cette affaire, enfin totalement. En partie, cette affaire, parce qu'il est absolument impensable d'excuser en quoi que ce soit le criminel et de nier son propre côté, j'allais dire, diabolique à cet homme, parce que cet homme qui a fait ça est un être qui, aujourd'hui, devrait être mis hors d'état de nuire, à mon avis, de manière définitive, peut-être pas par la mort, parce que le débat est complexe, mais en tout cas, devrait être emprisonné à vie. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont des poids pour la société et qui ne méritent pas d'être inclus dedans. Mais au-delà donc de sa propre responsabilité, dont je ne le dédouane absolument pas, il y a quand même cette culture racaille. Et d'ailleurs, Xavier Hofer parlait des quartiers. Cette personne-là ne vivait pas dans un quartier dit sensible, même s'il était dans une zone de population qui était la grande zone parisienne, donc effectivement, bon, tout se touche un petit peu, mais de ces quartiers vient également une culture de cité, une culture extra-européenne que j'appelle personnellement la culture racaille. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait plus de 10 ans en réalité. C'est un vrai sujet qui devient de plus en plus fort. Et qu'est-ce que la culture racaille globalement? C'est cette culture dans laquelle était baigné Owen. C'est celle qui, c'est cet ensemble d'items culturels. Alors, on peut parler d'habillement, on peut parler de langage, bien sûr, on peut parler de rapport à l'autorité, de rapport au monde, de rapport aussi à la virilité, etc. Alors, pas la virilité européenne du chevalier, hein, mais plutôt une autre virilité qui nous vient d'ailleurs et qui est celle de la violence pure. Et je pense que cette culture racaille, que je nomme comme ça faute de mieux, il faudrait que des sociologues s'emparent du sujet, mais alors les sociologues de gauche vont évidemment pas s'emparer de ce sujet parce qu'en fait, cette culture racaille, elle est importée. Alors certains disent oui, ça vient des États-Unis, de la culture des gangs, etc., etc. Non, je pense que, enfin, oui en partie, bien entendu, mais elle était présente aux États-Unis parce qu'il y avait en réalité des extra-européens qui étaient sur le territoire. Et en France, on a une culture racaille très forte qui est en fait cette manière de singer les gens qui viennent d'ailleurs et qui sont soit des bandits, des gangsters ou alors des petites frappes, tout simplement. Ça passe par le rap, bien entendu. Et le Owen en question était, malgré le fait qu'il vienne d'un quartier plutôt correct, malgré le fait qu'il vienne d'une famille avec un père DRH
et une mère qui avait également un poste quand même plutôt CSP+, quoi. Eh bien, il s'est retrouvé imprégné de cette culture racaille. Alors, je la fais rapidement, mais je pense que c'est super important. C'est pour moi le gros sujet, la jeunesse française. Bon, il y a l'immigration, bien sûr, hein, il y a plein d'autres questions politiques qui sont très importantes, mais je crois que la jeunesse française est complètement laissée à elle-même. Elle a été détruite complètement par l'idéologie de gauche qui a décidé de détruire de manière presque définitive, hein. Heureusement, on se bat contre ça, mais de détruire très fortement tous les piliers civilisationnels français et européens, toute cette culture, ce rapport aux autres, toute cette rectitude morale, toute cette tendance vers la noblesse finalement qui faisait l'Europe, tout ça, ça a été détruit par la gauche, ce qui a créé un néant absolu. Et ce néant absolu, eh bien, une partie de la jeunesse française baigne quand même plus ou moins dedans. Et ben ça donne, le vide étant, la nature ayant horreur du vide, hein, eh bien ça donne un remplacement de cette culture civilisationnelle européenne par ce qui se fait de pire peut-être actuellement, c'est-à-dire cette culture racaille qui reste finalement la seule porte de sortie dans laquelle que peuvent franchir certains Français autochtones, certains jeunes Français, notamment parce que c'est ce qui reste encore de virilité. C'est-à-dire que quand ils voient des figures comme des rappeurs ou des criminels, eh bien, cet esprit assez naturel, cette inclinaison naturelle à aller rechercher des figures, on va dire, viriles, héroïques, alors avec toutes les guillemets qu'on prend quand on parle de la culture racaille, bien sûr, hein, eh bien, ça donne ce genre de choses. Ça donne des tas de petits Français autochtones qui se retrouvent eh bien, à être fascinés par ces items culturels-là et qui se mettent à parler comme des racailles. Et ça touche absolument toute la jeunesse, y compris les lycées, les collèges les plus huppés, où vous avez cette manière de parler si caractéristique, où vous avez cette fascination pour le rap, vous avez cette fascination pour les racailles. Je pense que c'est absolument dramatique. Voilà, c'est un grand impensé politique aujourd'hui et j'aimerais d'ailleurs que nos politiciens s'en saisissent parce que c'est une réalité qui risque de faire beaucoup de dégâts, qui n'explique pas évidemment totalement ou même majoritairement le passage à l'acte d'Owen, hein, mais qui permet quand même de mettre tout ça en perspective et d'expliquer une partie de cet accès de violence terrible et inqualifiable qu'il a eu. Oui, il a baigné en quelque sorte dans un environnement qui était propice à l'expression de cette violence qu'il avait probablement déjà en lui. Richard de Sèze. Xavier Hofer, vous aviez souligné qu'on est passé de 22 quartiers difficiles à 1400 quartiers hors de contrôle républicain. Notre interlocuteur vient d'expliquer que les politiques devaient s'emparer du sujet. Et ça tombe bien, Philippine Tabarot veut faire de la sécurité dans les bus, trains et métros sa priorité. Et on a, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, on va créer un délit d'incivilité d'habitude pour tous ceux qui mettent les pieds sur les banquettes et fument dans les gares. Est-ce que vous avez l'impression que Retailleau et l'ensemble de ceux qui s'occupent de sécurité en France ont décidé de prendre le problème de l'insécurité par le bon bout ? C'est une farce. Et pas drôle. Depuis 30 ans ou 40 ans, on a une justice qui est clochardisée. La France a 4 fois moins de procureurs par 100 000 habitants que la Pologne. On a moins de procureurs que l'Albanie et que la Moldavie. J'ai formé à l'Institut de criminologie pendant 25 ans. Sur 100 étudiants, il y avait la moitié qui préparait le concours de la magistrature. Donc je connais une palanquée de magistrats. Ils devraient, pour rendre sereinement la justice, quand on ne rend pas la justice sereinement, c'est-à-dire en prenant son temps, on fait des erreurs judiciaires, c'est évident. On ne peut pas bousculer la fabrication d'un jugement, la vision d'un individu, de sa responsabilité, etc. Les magistrats en question, pour rendre sereinement la justice, devraient avoir 30 dossiers sur leur bureau. J'en connais qui en ont 300. Plus, tout magistrat reçoit tous les 4 ans à peu près un livre publié par Dalloz, la petite collection de bouquins rouges, là, qui contient toutes les incriminations possibles et imaginables, depuis le vol de Carambar jusqu'au fait de couper sa grand-mère en 14 morceaux. Tout est prévu là-dedans. La version de ce livre en 2017 comptait 1500 pages. La version, la dernière, celle qui a été publiée et envoyée aux magistrats fin 2023, en compte 2200. On n'arrête pas d'empiler des lois que
personne ne fait respecter par la suite. Une fois que la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté des lois, après ça, ils s'en tapent, vous comprenez? Ben, j'ai fait mon boulot, voilà, il y a une loi, débrouillez-vous. À un moment donné, une bombe, une loi, il y avait, pendant la période vous savez, où il y a eu les terrasses, le Bataclan, etc., tout ça, c'est-à-dire toute la deuxième partie des années 2010, là, il y avait des attentats sans arrêt, et en conséquence de quoi, il y avait une loi à chaque coup. L'ensemble devenait tellement inextricable que dans la collection que je dirige de livres aux éditions du Cerf, on a été obligé de mandater un jeune et brillant pénaliste pour essayer de s'y retrouver. Il a dû pondre un livre de 400 pages pour qu'on essaye d'y voir à peu près clair dans l'empilage de lois en question. Les lois ne sont jamais appliquées. Je vous donne un exemple. Fin juin, début juillet 2023, il y a eu des émeutes. Le ministère de l'Intérieur lui-même nous dit que 60% des gens qui ont été repérés, ramassés, etc. dans les émeutes étaient mineurs. Il y a aujourd'hui même, au moment où je vous parle, un article du Code pénal, qui est l'article 227-17, qui dispose que tout parent biologique, parent adoptif, tuteur, qui a la responsabilité d'un mineur et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral, hein, jeux vidéo intenses, traîner dans la nuit auprès des points de deal, se battre à la Kalachnikov avec une autre bande, etc., danger physique ou moral, tout parent est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. J'ai interrogé tous les magistrats que je connais. Il n'y a pas en France une personne qui ait été condamnée de ce chef. Alors là, la brave femme dont vous me parlez, elle va faire une loi pour pas mettre les pieds sur les banquettes du métro, et puis elle va rester lettre morte. Et elle pensera qu'elle a fait le job, alors qu'en réalité, rien ne changera sur le terrain. Ces gens-là nous bâtissent des cathédrales de papier, et puis quand on descend au niveau du sol, rien ne bouge. Voilà. Il se trouve, parlons concrètement, les criminologues jouissent d'une forte réputation auprès des voyous. Et donc, des fois, dans la rue, il y en a un qui me dit « Ah, c'est vrai, c'est toi, Enfer, c'est vrai que tu as vu des mafieux et tout. » Bon, on a des choses à voir avec les voyous, vous comprenez, parce que on parle de la même chose. Si j'étais docteur en physique nucléaire, je les intéresserais moins, quoi. Bon, et donc, on leur parle, je leur dis « Mais chez vous, dans votre quartier ?» Alors, ils rigolent, ils me disent « Ah, tu sais, chez nous, les keufs, on les voit pas trop et tout. » Voilà, donc, ça, c'est dans le vide. Il y a des gens qui pondent des lois et les lois en question ne sont pas appliquées. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce qu'il n'y a personne qui tape sur la table et qui dit bon sang de bonsoir, voilà, vous allez me faire le plaisir de, que ça vous plaise ou pas, les magistrats de gauche ne sont pas propriétaires de leur emploi, quoi. Ils sont pas là pour faire ce qui leur passe par la tête. Ils sont faits pour suivre des codes et faire des choses. Et puis, deuxièmement, il faut considérer une chose, qu'il n'y a pas de volonté politique. Le jour où vous appliquez le code pénal tel qu'il est aujourd'hui, sans rajouter une calembredaine de plus, il y a 3 sortes de criminalité qui affectent gravement les Français. La criminalité en col blanc, c'est le banquier qui se barre avec vos économies, ok, ça, c'est des Français de souche. Les atteintes à l'environnement, c'est-à-dire le fait de déverser des effluents dans les rivières qui tuent les poissons, etc. Tout ça, c'est grave. Ça peut donner des cancers aux êtres humains. C'est aussi, en gros, la population d'origine. Et puis, il y a ce qu'on appelle la délinquance de voie publique. C'est de 80 à 90% des immigrés ou des gens issus de l'immigration. Voilà, ça c'est clair. Eh bien, sous prétexte que, vous savez, ce qu'on disait dans le temps en riant, bien sûr, monsieur le juge, il a tué son père. Bien sûr, il a égorgé sa mère. Mais vous n'allez quand même pas condamner un orphelin. Voilà, ce genre de raisonnement à la gland, si vous me permettez ça, ça conduit au fait qu'on ne regarde pas dans cette direction-là et que la situation s'aggrave sans arrêt. C'est ça, la situation. Alors, tant qu'on n'y remédie pas, c'est-à-dire tant que les gens qui sont les coupables de ces affaires-là ne ressentent pas effectivement le poids de la justice rendue au nom du peuple français, hein, souvenez-vous, hein, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, les choses continueront. La criminologie a une base qui est tellement simple qu'elle est enfantine. C'est simple, tout le monde, à 4 ans, les enfants le comprennent, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Vous voyez, quand on les laisse faire, ils continuent. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Nicolas Faure, tout à l'heure, Xavier Hofer nous parlait d'un cancer qui se métastase et on a l'impression en fait que ces cités, avec leur vocabulaire, sont en train, leur vocabulaire, leur manière, leurs mœurs, sont en train effectivement de métastaser dans tout le pays. Est-ce qu'on peut dire que Owen était une espèce de colonisé de l'intérieur et que on a une espèce de colonisation inversée et que l'immigration et sa culture est en train en fait de transformer, mais vraiment par une espèce de réflexe de défense de ceux qui voient une puissance culturelle par rapport à un vide culturel. Et simplement en 10 secondes, quand vous parlez de cette façon dont ça se métastase, on peut aussi parler de la façon dont ça arrive même jusqu'à l'Assemblée nationale avec les Delogu, les Raphaël Arnaud et les Louis Boyard qui reprennent ces codes et qui du coup participent à leur diffusion. Mais du coup, je vous laisse répondre à la question, Nicolas Faure. Mais il faut attaquer les fistes. Non, mais c'est clair qu'on voit, c'est l'exemple parfait que cette culture racaille, alors je sais pas quel est le bon terme, mais touche à des degrés divers toutes les strates de la société. Et si Delogu, Boyard et compagnie et Raphaël Arnaud sont touchés par ce mal, c'est parce que ce sont des jeunes en fait. C'est de la nouvelle génération et cette nouvelle génération, elle est comme ça. C'est dramatique, mais c'est ainsi. Cette question me fait penser à cette déclaration de Marie-Laure Brasilien-Guinche, juriste et professeur en droit sur le plateau de C'est à vous, sur le service public, qui invite décidément des gens de grande qualité. Elle a récemment déclaré qu'il fallait faire l'effort de s'intégrer aux migrants. Voilà, alors ça c'est le renversement total gauchiste des valeurs d'intégration et d'assimilation. Bon, même si ces deux choses-là sont en panne quand même depuis pas mal de temps. Mais c'est intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé avec Owen, c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de petits Français et autochtones, j'entends. Et c'est effectivement quelque chose qui est absolument dramatique et qui explique, je me répète, mais en partie ce genre de drame et qu'il faut traiter politiquement. Et Xavier Hofer parlait aussi du laxisme judiciaire finalement, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est fondamental. En réalité, la responsabilité de la gauche dans cette affaire, alors elle n'est pas totale, très loin de là, je me répète parce que c'est d'abord cet homme-là qui doit être sévèrement puni, mais s'il avait justement été sévèrement puni dès les premiers actes un peu délictueux, puisqu'il a été quand même connu des services de police pour avoir notamment frappé sa sœur très violemment à plusieurs reprises, ça serait pas arrivé en fait, ou en tout cas il y aurait eu beaucoup moins de risques que ça arrive. Les délinquants, les primo-délinquants, il faut les stopper immédiatement et le plus durement possible. Enfin, c'est la méthode Bukele. Je veux dire, ça marche. Un enfant de 4 ans, disait Xavier Hofer, et comprend que ça fonctionne. Mais les gauchistes sont des enfants qui sont encore plus jeunes dans leur tête. Intellectuellement, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a cette culture de l'excuse, cette culture de la réhabilitation, de la réinsertion, etc. Alors, de la réinsertion aux migrants, pour les plus radicaux, comme Marie-Laure Brasilien-Guinche. Mais vraiment, je pense que ce drame absolu, c'est le symptôme de cette époque et de cette dérive à la fois de la jeunesse vers la culture racaille, de cette dérive de la société française, de la civilisation européenne vers le néant et vers l'absence de repères et de barrières à ce genre de profil. Et c'est aussi la dérive de la gauche vers le laxisme, etc. Quand on regarde tous les éléments qui s'emboîtent les uns avec les autres, on obtient malheureusement ce genre de drame qui existera toujours, bien sûr, mais dans une société normale et saine, finalement, ce genre de crime abominable, il reste marginal. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Malheureusement, non. C'est un vrai phénomène de société. On peut tous citer de tête plusieurs noms de jeunes filles qui ont été tuées soit par des gens sous OQTF et issus de l'immigration, soit par des malades maison, on va dire, mais qui méritent tous la même peine à la fin. Et ça dit quelque chose. Voilà, de ce qui se passe en France et dans le monde européen de manière générale, à cause de l'immigration extra-européenne, à cause du gauchisme et à cause de cet abandon politique et judiciaire qui est terrible. Et la droite, à mon avis, je me sens de droite notamment pour ça, la droite doit agir et doit agir vite, à mon avis, parce que sinon ça va quand même mal finir. En commençant, du coup, si on se fie à ce que vous nous avez expliqué l'un et l'autre, par rétablir une forme d'autorité et de justice justement dans ces quartiers, en proposant un apport culturel qui soit peut-être plus sain. Maintenant, un problème se pose, c'est que l'État lui-même nous empêche généralement de faire ça, et il est défaillant sur ce point
Donc la question à suivre, c'est comment ferons-nous ? Est-ce qu'on doit se réemparer de ces sujets ? Puis on peut conclure là-dessus en quelques mots, Nicolas Faure. C'est la grande question. Hein. Je pense que s'il y a pas de réponse parfaite, hein. Je dirais qu'effectivement, proposer quelque chose de positif est absolument nécessaire. Il faut reconstruire, rebâtir tout ce qui fait l'identité de la France, tout ce qui fait son génie civilisationnel, tout ce qui fait ses marqueurs civilisationnels. Et je pense là-dedans que la civilisation européenne peut aussi apporter quelque chose de fondamental. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Et être extrêmement dur, et peut-être avant toute chose, avant de parler même de cette dureté, de cette fermeté judiciaire et on va dire étatique, et de ce réarmement même individuel, je pense, il faut à mon avis voir le réel complètement. Xavier Hofer a commencé son intervention en évoquant le manque de clarté et de précision dans les données sur les crimes, les délits. Je pense qu'il faut absolument remettre la lumière sur tout ce qui se passe, parce que si on ne peut pas faire de bons diagnostics, alors on peut pas guérir le malade. Voilà. Bon, même si objectivement, tous ceux qui nous écoutent et qui ont un cerveau en état de marche, c'est-à-dire qui ont plus de 4 ans ou qui ne sont pas de gauche, auront compris quand même quels sont les maux qui touchent notre société et quelles sont globalement les solutions. Mais pour ouvrir les yeux des Français, on va dire un peu moins affûtés que ceux qui écoutent Radio Courtoisie, eh bien, il va falloir des données, à mon avis, statistiques encore plus précises. Ça peut être le début, on va dire. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci Nicolas Faure et Xavier Hofer de faire partie de cette partie de la population donc éveillée. Xavier Hofer, merci de nous offrir vos analyses. Je rappelle que vous êtes criminologue et puis auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité, au terrorisme. Vous êtes aussi professeur associé dans plein de départements de recherche en sciences criminelles à Shanghai, à Washington. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi Nicolas Faure. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Sunrise. À très bientôt tous les deux.